Chers frères et sœurs de cette communauté que nous sommes en train de bâtir, des frères africains qui se réveillent et qui s'éveillent. C'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de vous avoir et qu'on se partage exactement les informations pour se motiver davantage. Et je commence cette vidéo en disant bonne année. Bonne année à tous les frères africains. Les choses s'annoncent de plus en plus belles pour l'Afrique de la Renaissance. Nous sommes ici pour une Afrique de la Renaissance, pour une Afrique positive et qui de jour en jour montre des signes de croissance réelle dans l'état d'esprit et même dans le corps, c'est-à-dire dans le visu. Nous voyons cette croissance-là. Qu'est-ce qui s'est passé au courant de 2022? Ce sera l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons retenu comme leçon? Beaucoup de choses sont passées en Afrique. Comme nous analysons les choses de façon positive, sur un plan géopolitique, étant des francophones, c'est tout à fait normal. L'affaire business revient après. Mais sur un plan géopolitique, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses sont passées en Afrique francophone, et même dans l'Afrique anglophone. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc si vous voulez connaître le résumé de ce qui s'est passé de façon positive en Afrique, nous allons également égratigner certains pays en passant qui font piètre figure sur la scène politique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos parce que nous allons nourrir, nous allons renforcer les échanges et les productions à partir de ce moment et retrouver l'état ancien, sinon le dépasser en termes de production et de la qualité. Donc, bonjour au nouveau. Si vous me trouvez pour la première fois, moi c'est Dr Basile Téné. Et pour les anciens qui me connaissent déjà, on va essayer de pousser un peu plus fort. Et sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo qui est comme une vidéo de fin d'année, qui est comme une vidéo bilan dans laquelle nous allons faire le point. Sur le plan personnel et sur le plan de cette chaîne, nous demandons déjà des excuses pour ceux qui étaient là avant parce que cette année, nous n'avons pas assez produit. C'est près de 7 à 8 mois de manque de production. Nous n'avons pas été assez visibles. Donc nous leur demandons pardon, nous leur demandons des excuses. Et certains de nos abonnés sont allés jusqu'à me demander où est-ce que j'étais passé. Et à ceux-là, je les remercie de s'être rappelé que les vidéos les manquaient. Ils avaient besoin d'avoir nos productions pour essayer de comprendre l'actualité parce que nous allons au-delà de l'annonce de communication des vidéos. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire un bilan. Cette année, comme je le disais tantôt, n'a pas été très productif pour nous. Mais sur le plan maintenant africain, sur le plan de la géopolitique et de la géostratégie, beaucoup de choses sont passées. Et à ceux qui ont fait des choses très politiques pour le réveil et l'éveil de l'Afrique, tant sur le plan des pays que sur le plan des individus, nous disons bravo. Bravo à ces pays et nous allons adresser des bravos
En commençant par des pays comme le Mali. Oui, le Mali a continué à animer la scène de façon positive et a stimulé et a inspiré d'autres. Plus que la Guinée, le Mali a inspiré un autre pays, son plus proche voisin, qui était le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est sur la très bonne voie. On a un capitaine Traoré qui est un très bon élève et à qui nous disons merci. Merci de suivre l'exemple du Mali et de corriger les erreurs. Et il risque d'aller très fort à la lutte où vont les choses. Parce que nous nous inspirons toujours du parcours des gens. Chaque fois qu'il nous arrive, ça peut être une déformation professionnelle, mais chaque fois qu'on arrive devant un fait, je m'inspire toujours qui est son auteur. Il faut toujours que je parcours son auteur pour voir. Et des précédents auteurs qui ont fait des coups d'État en Afrique, c'est toute la question que je me pose. Je vais voir l'autobiographie, par exemple, comme en Guinée. Et être déjà passé par la France et être formé là-bas, je n'attends pas grand-chose de lui. Sinon, ce serait suicidaire. Puis, pour le cas de la Guinée, il a une femme française. Donc, comme vous savez, les Blancs sont d'abord fidèles à leur communauté. Peu importe la relation qu'ils ont avec des individus, ils sont d'abord fidèles à leur communauté. Donc, s'il y a une situation à trancher, en plus du fait qu'en Guinée, il a été formé en France dans la Légion française, il a une femme française, donc les deux restent fidèles à la France, ils ne peuvent pas trop égratigner la France parce qu'il y aura fuite d'informations. Mais nous félicitons effectivement le Burkina Faso parce que après la chute de l'ancien président, le capitaine Traoré a pu se démarquer. Et quand on regarde son parcours, on trouve que c'est un homme qui s'est fait sur place. Donc son esprit n'est pas trop pollué par les esprits français, la roublardise, le bavardage inutile ou annoncer ce qui a lieu de faire. Il dit lui-même, même dans les vidéos, qu'il est sur le terrain avec ses éléments. Et il faut que ses éléments trempent sur le terrain. Et pour résoudre le problème, ils l'ont bien compris. Il a bien compris. Il faut mettre les Français de côté. Parce que les Français, c'est le problème. La solution ne peut pas passer par eux. Les Français sont le problème partout en Afrique. Et notre position est claire. Ma position est claire là-dessus. On ne peut rien construire avec notre prédateur. C'est parce que chaque fois que vous asseyez à une table avec lui, c'est l'occasion pour la France de prendre vos idées et de pouvoir les s'en approprier vos idées et de pouvoir les exécuter à leur propre compte. Et là, vous affichez déjà vos faiblesses. Donc, tous ceux qui tentent de croire qu'on peut négocier avec la France font fausse route. Et aujourd'hui, au Mali, comme nous parlons de ces deux pays pour le moment, aujourd'hui au Mali, pour ces deux pays, tous ceux qui disaient non, on a encore besoin de la France, où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Donc nous disons bravo au Mali qui continue de faire bonne figure, bravo au Burkina Faso, puisque le destin de ces deux pays a tendance à se rapprocher. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore joints, mais qu'ils ne sont pas encore perpendiculaires, ben, ils sont en train de se rapprocher les uns des autres et nous osons croire qu'ils vont se fusionner, parce que c'est pas seulement se rapprocher et se coller, nous espérons qu'ils vont se fusionner. Se fusionner, ça veut dire qu'avoir les mêmes politiques sécuritaires, avoir les mêmes dispositifs, avoir la même distance par rapport à la France. Oui, il faudrait bien que les Français dégagent le sol. On ne peut rien construire avec eux. Et nous le disons bravo. Mais ce n'est pas seulement sur le plan géopolitique que ces deux pays ont fait montre de courage. Parce qu'il faut le dire, ils ont fait preuve de courage. C'est également sur le plan économique. Et là, comme le Burkina est encore en train de démarrer sur de bonnes bases, le Mali a fait des progrès énormes. Notamment sur le plan des communications, des transports, des constructions de routes. Pendant qu'on est en train de pouvoir discutailler et de pouvoir tirailler de gauche à droite de ce qui est le président qui va faire les élections, le pays est en train de se construire. Combien de kilomètres de routes ont été construits en 2 ans? L'ouverture des chemins de fer, les usines, et même à l'heure où j'ai fait cette vidéo, Bamako est mieux ravitaillé en eau potable que n'importe quelle capitale africaine, nous pourrons le dire aujourd'hui, parce qu'avec la mise en service qui n'a coûté, la mise en service d'une station d'eau qui n'a coûté que 300 millions de francs CFA, on peut se dire que mais où est-ce que va souvent cet argent, alors que si on avait appelé une société étrangère, et surtout comme les Français, cela nous aurait coûté des milliards, et le projet n'aurait même pas abouti. Donc vous voyez, avec 300 millions, l'expertise des Maliens eux-mêmes, ils savent que leur sécurité dépend d'eux-mêmes, même leur sécurité nutritionnelle, ça dépend d'eux-mêmes qui doivent boire. C'était tout à fait normal qu'on en arrive à cette situation. C'est tout à fait normal qu'on se prenne en main
même sur le plan de la production de l'eau, sur le plan de la production de l'électricité. Et tout cela est en train de voir le jour au Mali de façon progressive. Et pour que cela marche, et ils ont bien compris cela, l'appareil militaire est également en train de croître et de grandir. Dans d'autres régions, dans d'autres pays, comme le cas de l'Éthiopie, que nous allons revenir, vous avez compris que c'est lorsqu'on met un appareil militaire sur place qu'on peut vraiment sécuriser le développement sur le long terme. Parce que sans ces appareils sécuritaires de sûreté, de sécurité, vous ne pouvez pas construire tranquillement. Donc nous disons bravo au Mali, bravo au Burkina Faso. Mais il y a un pays en Afrique dont on ignore souvent son importance et dont parfois les abonnés ne sont pas d'accord avec moi, c'est le Rwanda. Nous ne pouvons pas parler aujourd'hui du Rwanda, de la géopolitique en Afrique sans parler du Rwanda. Le Rwanda est un pays sur lequel aujourd'hui on ne peut pas parler d'un pays sans eux. Ils sont incontournables. Le Rwanda est un pays incontournable. On a beau jeter la pierre à Paul Kagame, mais moi je continue à lui dire bravo, parce que combien de pays en Afrique ont eu les mêmes opportunités et n'ont pas pu le porter à un haut niveau. Nous allons prendre le cas du Zaïre, du temps de Mobutu. Mobutu qui était un agent de la CIA. Il a eu tout cet avantage, tout ce support de tous les pays occidentaux. Mais comment a-t-il fait? Il s'est plus se consacrer à développer des concepts occidentaux, en dans les discours, les explications, la zaïrisation, les concepts d'identité culturelle et tout cela. Voilà ce qu'il a pu développer et qui reste à son actif jusqu'aujourd'hui. Mais la construction des routes, il n'a pas pris corps. Peut-il était un agent de la CIA. Mais dès que l'occasion a été donnée à Kagame, un petit pays comme celui-là, au moins, il a su non seulement redorer le blason du Rwanda et des Rwandais, mais il a pu lancer un développement économique du pays et même de l'étendre aux voisins. Et cela lui a donc permis non seulement de pouvoir contrôler les pays voisins aux alentours, parce que sa sécurité part de là. Il faut contrôler les pays voisins aux alentours et même au-delà. Parce que je vous rappelle qu'actuellement, le faiseur d'hommes en Afrique subsaharienne, Kagame a son mot à dire. Kagame a son mot à dire. Dans les prochaines vidéos, je vais vous le dire. Faoulou l'a bien dit. Au moment où il fallait prononcer les élections présidentielles au Congo, il fallait attendre la réponse de Paris. On a invité Paris pour donner la réponse. Paris a demandé qu'il fallait consulter le Rwanda. Ils ont consulté le Rwanda avant de déclarer Tshisekedi président. Parce que les tractations allaient bon cours. Or, avec Faoulou, on sentait qu'on ne pouvait pas faire des négociations comme ça devait. Mais comme Tshisekedi était le genre de président qu'on pouvait bien amadouer, même s'il est aujourd'hui en train de pleurnicher, on sait ce qu'il veut. On a trouvé la personne, la bonne personne. Le Rwanda est allé au-delà. Le Rwanda est allé à Congo-Brazzaville, où il a noué des partenariats et il va même là-bas pour faire des investissements économiques. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Parce que le pays a une certaine diplomatie et des services secrets bien à l'œuvre. Le succès militaire du Rwanda repose sur ces services secrets. Il faut qu'on se le dise. Et j'ai des vidéos qu'on m'a envoyées dans lesquelles je trouve que le Rwanda est en train de pénétrer les services secrets, les pays secrets des pays d'Afrique centrale et même de l'Afrique de l'Ouest. On a trouvé des mercenaires rwandais même dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et vous allez voir ces vidéos-là, c'est parfois surprenant. Donc vous comprenez que le succès du Rwanda aujourd'hui sur le plan géopolitique et sur le plan militaire, au Mozambique, en République centrafricaine, s'appuie sur des services secrets bien huilés. Parce que où il y a le vide, le gars s'est installé et a fait le travail. Donc je continue à dire bravo à Kagame. Même si on doit lui jeter la pierre, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui crée le trouble au Congo. Mais les Congolais eux-mêmes doivent se regarder d'eux-mêmes et dire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Jean-Pierre Bemba est là. Pourquoi est-ce que vous ne le réveillez pas? Nous pensons qu'il faut le temps de réveiller Jean-Pierre Bemba et de voir les accords qu'il a signés. C'est ici que nous essayons de gratiner. Les accords qu'il a signés avant de quitter la haie. Est-ce que ça lui interdit de se relancer en politique? Ou en signant peut-être le partenariat avec Tshisekedi, ça ne lui permet pas de prendre le coup de franche. Parce que nous attendons que Jean-Pierre Bemba prenne la tête de l'armée. Et si Tshisekedi, il est en allant avec Tshisekedi, que Tshisekedi lui donne le ministère de la Défense et qu'on verra. Parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui que pour régler le problème à l'est du Congo, on fasse venir des militaires kenyans. On fasse venir des militaires kenyans. Des Kenyans qui ne parlent pas déjà le français. C'est très dangereux ça de faire venir des troupes étrangères tout dans un pays alors qu'on pouvait bien les former. Faoulou l'a dit, on peut bien former des militaires. Mais je vous rappelle que le président actuel de la Guinée, du Kenya, est un pion, est un ami personnel de Kagame. C'est Kagame qui l'a désigné.
Même le président sortant, comme il était Kikuyu et qui a demandé aux Kikuyu de voter un candidat particulier, ça n'a pas marché. Donc la désignation des présidents en Afrique suit une certaine procédure. En tant qu'académique, il faut que les gens le sachent. La démocratie autant que telle n'existe pas. Les élections, c'est juste de la roublardise, c'est juste pour flouer les yeux des gens que les choses sont bien passées. Mais le président du Kenya a été désigné également par Kagame. Donc vous voyez tout cet axe de l'océan Indien jusqu'à l'océan Atlantique. Tous les voisins du Rwanda sont sur la ligne. Et maintenant qu'il a des bases, des militaires en Centrafrique, et il a également des militaires au Mozambique, vous comprenez qu'il est en train d'étendre ses tentacules. Même s'il a proposé ses services également au Mali, mais nous n'avons pas encore vu les militaires maliens, les militaires rwandais à l'œuvre au Mali. Ben, nous savons qu'ils sont en Afrique de l'Ouest. Ils ont participé à des échauffourées dans certains pays de l'Afrique de l'Est comme le Bénin. Ils y étaient présents déjà. Donc voilà ce que l'on peut dire à propos de cette géopolitique qui s'est passée dans la région des Grands Lacs et dans laquelle nous disons bravo à Kagame. Même s'il peut avoir des faiblesses, nous comprenons cela, c'est tout à fait normal. Mais il faut également regarder ce qui est positif, c'est de cela qu'il est question. Mais nous n'allons pas finir cette vidéo pour ne pas être très longue sans égratigner certains présidents ou certains pays qui nous font parfois pitié. Nous allons citer par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays sous le contrôle des Ivoiriens? D'année en année, on sent le contrôle de la Côte d'Ivoire échapper aux Ivoiriens. Sur le plan politique, on a un président qui est tourné carrément vers l'extérieur et qui ne laisse pas la possibilité. On ne connaît pas le premier ministre de la Côte d'Ivoire, on ne connaît pas le ministre des Affaires étrangères. C'est le président qui fait tout ce travail en prenant toujours langue avec la France. Au moment où je vous parle, le président ivoirien est également en France, à l'Élysée. Et vous savez que ce n'est pas une bonne maison. Tous ceux qui fréquentent cette maison-là, qui vont et sortent avoir le sourire, vont être floués. Parce que même sur le plan métaphysique, vous ne pouvez pas sortir tel que vous êtes entré de cette maison-là. Donc, la Côte d'Ivoire est en train de nous inquiéter. Ça, c'est sur le plan politique. Et nous allons faire un spécial Côte d'Ivoire pour essayer d'analyser la situation en Côte d'Ivoire que nous maîtrisons très bien. C'était un aspect important de mon travail, la Côte d'Ivoire, de mes travaux de recherche. Donc, en Côte d'Ivoire, vous voyez toute la classe politique ivoirienne ont comme principaux communicateurs les Africains, les Camerounais en particulier. Jusqu'à tout récemment, un youtubeur est venu nous montrer par des chiffres qu'on a dit que la Côte d'Ivoire est la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce possible, même si on multiplie par 10, qu'est-ce que si on prend la Côte d'Ivoire, on met juste à côté du Ghana, pour ne prendre que le Ghana, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait mieux que le Ghana? Et ne prenons pas le cas du Nigeria. Le Nigeria écrase la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Nous aimerions peut-être, nous allons faire une vidéo également spéciale pour essayer d'analyser et de comprendre comment ce youtubeur a pu, c'est également un Camerounais, a pu dire que la Côte d'Ivoire est passée devant le Nigeria et le Ghana en termes de position du lycée pour être le pays le plus riche. Mais les Ivoiriens continuent à souffrir. Ce n'est pas creuser les routes ou annoncer des chiffres par la Banque mondiale qui font l'éveil d'un pays. Mais le moral des Ivoiriens comparé à celui des Maliens aujourd'hui et même des Burkinabés est au plus bas niveau. Ils ne sont pas eux-mêmes fiers de leur pays. Qu'est-ce que ça vaut d'annoncer des chiffres sur le plan économique, sur le ministre de l'économie et des finances de la France qui vient annoncer les projets en Côte d'Ivoire. Surtout les sociétés françaises qui continuent à construire des maisons, construire des maisons en Côte d'Ivoire sur des maisons. Donc nous disons, la Côte d'Ivoire reste le talon d'Achille de l'Afrique aujourd'hui. Et à côté de la Côte d'Ivoire, on va trouver notre pays comme le Sénégal. Le Sénégal est un pays également comme présent, que c'est les Français qui tentent de polir son image, mais sur le plan interne et même sur le plan de la géopolitique sous-régionale, le Sénégal est un pays qui fait pitié aujourd'hui. On nous dit que c'est un pays stable, mais quel est ce pays stable? Les Français, France 24 nous dit que c'est un pays stable. Quel est ce pays stable qui a une guerre de plus de 30 ans? Une guerre interne, mais on nous dit que c'est un pays stable. Ces contradictions ne pèsent pas. L'année passée, avant de pouvoir arrêter la vidéo, avant de pouvoir ne pas produire, j'avais mis sur pied une vidéo au moment où le président sénégalais allait en Russie. Et rappelez-vous que chaque fois que vous voyez le président
un président sénégalais voyager, il voyage pour le compte de la France. Il ne voyage pas pour le compte de l'Afrique, ni pour le compte des Sénégalais eux-mêmes. Rassurez-vous. Et quand il est parti en Russie, préparer le voyage 2 semaines après, Macron est parti également en Ukraine. Donc il était comme l'éclaireur qui est parti préparer le terrain pour chercher les prochains accords pour l'acheminement des armes. Et vous allez voir cela en Syrie. Vous allez voir que les présidents sénégalais vont en Syrie, qui vont au Liban, qui vont en Libye. Et même quand il y avait la crise avec le cas de Gbagbo, pour les négociations, c'est toujours Abdoulaye Wade qui est parti. Mais pour des questions avec le voisin malien, ils n'en parlent pas, même parfois quand ils en souffrent. Donc voilà les pays, les points faibles que nous pouvons noter sur la géopolitique dans les pays francophones. Mais ailleurs, on aura également d'autres occasions pour y revenir. Donc nous disons bravo au Mali, bravo au Burkina Faso, nous disons bravo au Rwanda, même si on va tout, même si là ça peut prêter à confusion. Et nous disons également beaucoup de courage aux Ivoiriens. Reprenez-vous et prenez au moins votre pays en main, ne plus laisser la politique aux autres, aux étrangers. Les Libanais, après les Français, les Libanais et maintenant les Chinois, les affaires sur le plan économique, sur le plan, il ne vous reste plus qu'à continuer à danser et à chanter et à danser. Mais quelle est danse qui n'a pas encore vu éclore des talents sur le plan mondial? Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est de vous abonner déjà pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et si vous êtes déjà abonné, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo. Mettez-nous des likes et posez des questions. Si vous sentez qu'il y a un point faible des analyses que nous avons fait tout à l'heure, laissez-nous des commentaires, nous allons y revenir. En tant qu'enseignant, je suis assez rutilé pour répondre aux questions. Je ne publie pas seulement les vidéos et je m'en vais. Je lis les commentaires et je vais revenir sur des questions. Je vous souhaite une excellente journée et nous ferons une deuxième vidéo pour répondre aux questions à propos de ce bilan 2022 et avant de faire des perspectives 2023. Bonne année à tous et à très bientôt.